Entrée en vigueur au Yémen mardi d'une trêve humanitaire censée mettre fin à 7 semaines de raids aériens. Dossier immigration, les gouvernements du sud-est asiatique sont priés de secourir des milliers de migrants. Manifestation en France ce mercredi, des militants de Greenpeace ont dénoncé la promotion de l'utilisation de pesticides par InVivo. Bonsoir chez vous, bienvenue à ce rendez-vous des informations sur Sika. Le forum de Bangui s'est achevé le lundi 11 mai 2015 par une cérémonie solennelle organisée au Conseil national de transition. Pendant une semaine, près de 700 participants venus des 4 coins du pays ont débattu de l'avenir de la Centrafrique. Après le forum, les avis des Banguissois sont partagés. Des heurts ont éclaté lundi lors de la clôture du forum de Bangui. Des membres démissionnent en prison de certains de leurs camarades. D'autres ont réclamé la démission de Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition. Une transition qui va se poursuivre car le report des élections présidentielles et législatives prévues en juillet et août prochains a été recommandé par les participants. La presse centrafricaine a abondamment commenté la fin agitée du forum de Bangui. Vraiment, ce qui est plus important, ce sont les recommandations. Les recommandations vraiment ont atteint un niveau que tout le peuple centrafricain s'attendait à. Le déroulement du forum de Bangui n'a pas fait que des heureux. Lors de la clôture des recommandations du forum de Bangui, lundi 11 mai, des coups de feu ont été tirés. Pour certains observateurs, le forum n'a pas été bien préparé. Tout se passe comme si on a essayé un peu de précipiter les choses pour qu'on puisse aller au forum et qu'il y a certains points essentiels qu'on devait voir au préalable et ces points n'ont pas été traités comme il se doit et ce qui a fait que ce forum n'a pas totalement atteint ses objectifs. La fin mouvementée du forum de Bangui lundi a provoqué un malaise dans les quartiers nord de la ville où des manifestants avaient érigé des barrages mardi sur les principales avenues. L'actualité est riche au Burundi. Destitution du président Pierre Nkurunziza annoncée sur une radio privée par un général de l'armée. Des soldats ont encerclé le bâtiment de la radio TV publique. Le président Pierre Nkurunziza s'est en fait rendu à Dar es Salaam en Tanzanie pour participer à un sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine consacré à la crise burundaise. Rappelons que depuis le 26 avril, la police bloque les manifestations dans le cadre du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Eh bien, plus de droit de se rassembler pour cette cause. Pour bien parler de ce sujet, nous avons dans ce studio Joël Yetondi. Joël, bonsoir. Bonsoir Claire. Alors, nous parlons bien sûr des nouvelles au Burundi, en général putschiste du nom de Godefroy Niyombare qui a annoncé ce matin sur une radio privée la destitution du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Un coup d'État, clairement? Clairement, ce serait un peu difficile à dire. En tout cas, il règne aujourd'hui une grande confusion à Bujumbura, au Burundi. En général, vous l'avez si bien dit, il y a désormais dans cette crise un 3e larron qui s'est invité. Il s'agit de l'ex-chef d'état-major, le général Godefroy Niyombare, qui publiquement a annoncé la destitution de Pierre Nkurunziza. L'homme dit avoir agi de concert avec un certain groupe d'hommes, et ceci parce que, déclare-t-il, je cite Inès Tenso, sa déclaration, il dit avoir observé avec désolation la violence, le cynisme qui a caractérisé Pierre Nkurunziza. Alors, les forces de sécurité ont décidé de prendre la destinée du pays en main. Nkurunziza est donc destitué. Le général, qui était l'ancien chef des services secrets burundais, dit avoir agi
au nom d'un comité. Le comité, dit-il, pour le rétablissement de la concorde nationale. Qui sont ceux qui composent ce comité? Qui sont les têtes de pont? Jusqu'alors, nous parlons, nous ne le savons pas, mais ce qui est sûr, l'homme dit contrôler désormais la situation, mais un coup de tonnerre, c'est en cela que nous parlons de confusion. Et il se fait que sur le compte Twitter du gouvernement, il a été posté un message qui dit que la situation est sous contrôle, totalement maîtrisée, qu'il n'y a pas de coup d'État. Mais en dehors de ce message posté sur le compte Twitter, pas de déclaration officielle. Nkurunziza non plus n'a pu faire de déclaration officielle. Et en attendant d'aller plus loin, alors que la présidence est en train de démentir ce fait, qu'il n'y a pas eu de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a dû partir de Dar es Salaam pour revenir à Bujumbura, mais toutes les frontières sont maintenant fermées, terrestres comme aériennes. Donc il ne peut plus revenir dans son pays. Oui, c'est effectif. On l'a annoncé, c'est la présidente tanzanienne qui a annoncé le départ de Nkurunziza de la Tanzanie, de Dar es Salaam, où se tenait le sommet des chefs d'État pour statuer justement sur la situation qui prévaut dans le pays. Et comme vous l'avez signifié, un autre communiqué venant du Burundi annonce que désormais les frontières sont fermées et sur ordre de qui? Le troisième larron, comme je le disais, Godefroy Niyombare. On dirait que c'est désormais l'homme fort. Je parle au conditionnel parce que la situation peut évoluer d'un moment à un autre. Nkurunziza ne manque pas de fidèles dans le rang, tout au moins de la police. Et dans le rang de l'armée, une armée composée d'un certain nombre de factions du pays, c'est possible qu'on ait des réactions, mais actuellement les tractations sont en cours. Donc tout peut arriver à tout moment. En tout cas, l'actualité évolue très vite au Burundi. Rapidement, est-ce que cela ne semble pas un peu bizarre que cette rencontre pour décider du sort du Burundi, en quelque sorte, a été programmée en dehors du territoire? Non, c'était programmé bien avant. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'il a manqué un peu de vigilance à Pierre Nkurunziza. Mais ce qui est arrivé à Pierre... pour lui de partir. Voilà, ce qui est arrivé à Pierre Nkurunziza n'arrive qu'aux poutistes. Observez très bien l'histoire sur le continent. La plupart des chefs d'État qui ont connu de destitution, des chefs d'État à la lutte, des poutistes, des dictateurs, c'est toujours lors de leur déplacement. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, Nkurunziza, quand vous l'observez très bien, c'était un homme sûr de lui-même. Vous l'avez suivi pendant la campagne, les cris qu'il donnait. Il ne pouvait pas imaginer un instant que cela puisse lui arriver. Donc, ça a été une surprise pour lui. Et quand vous êtes chef, c'est en cela qu'il faut savoir prendre du recul. En dehors des caciques du pouvoir, qui ne sont que là pour chanter vos louanges, il faut savoir avoir d'autres oreilles de ceux-là qui peuvent vous rapporter ce que pense la masse populaire de vous. Tous ceux qui vont vous dire que ce que vous faites était bon, voilà. Mais c'est ce qui manque de plus en plus. Bon, on espère que cela servira de leçon. Ça pourrait servir de leçon aux autres chefs d'État qui sont un peu dans la même logique ou qui pensent presque la même chose ces derniers jours. On espère, on espère. L'autre chose, c'est qu'à l'issue de ce sommet, on attendait non plus grand-chose. Il faut constater que Pierre Nkurunziza, qu'on a annoncé, on n'a pas eu la moindre image de lui. Que s'est-il passé? Il n'a pas pu prendre part aux discussions. On a vu plutôt de loin une chaise vide, la chaise qui devrait l'accueillir. Peut-être que c'était le choc, parce que tout de suite parti de chez lui et déjà les événements qui... Oui, c'est difficile à supporter, ça c'est vrai, on peut le dire. Absolument. Mais ça n'arrive, excusez l'expression, qu'au têtu. Quand vous refusez de regarder les choses en face, bon, c'est difficile. C'est en cela que je dis, vous excusez l'expression. Bon, aux dernières nouvelles, les tractations seraient en cours entre les putschistes et les membres du gouvernement de Pierre Nkurunziza. Est-ce que vous pensez que quelque chose de potable peut en ressortir? Est-ce qu'il peut y avoir marche en arrière? Marche en arrière, non. Mais on dirait que le général Godefroy Niyombare est un homme plutôt sûr de lui-même. Il sait là où il va, il sait ce qu'il fait. En dehors de la fermeture de la frontière, il a annoncé officiellement que les élections seront reportées et revues, qu'on va rebeloter. Cela signifie que c'est un homme plutôt futuriste. Et n'oublions pas, Godefroy Niyombare, on l'a vu au sorti des assises de Brazzaville, c'est lui qui a aussi pris le devant des choses au niveau de l'armée pour la recomposition de l'armée. Donc c'est un homme qui a des arrières sûrs, qui a aussi des appuis au sein de l'armée, donc il ne l'a pas fait es nihilo. De toute façon, c'est sûr que c'est un coup qui a été préparé pas du jour au lendemain. Tout à fait. Donc nous attendons de suivre quand même l'évolution de l'actualité au Burundi. Ça évolue très rapidement, on aura certainement d'un instant à l'autre de nouveaux développements pour nos téléspectateurs. Certainement. Merci pour votre intervention, Joël.
allez... vous en prie, c'est un plaisir. Voilà, ce journal se poursuit donc. Les gouvernements du sud-est asiatique sont priés de porter secours à des milliers de migrants. Les appels se sont multipliés mardi dans ce cadre. Venant de Bangladesh et de Birmanie, ces migrants étaient en perdition dans les eaux de la région. L'inquiétude va croissante dans la région sur le sort de milliers de boat people, parmi lesquels de nombreux Rohingyas. Il s'agit d'une minorité musulmane considérée par l'ONU comme l'une des plus persécutées du monde qui risque de périr faute de nourriture et d'eau potable. Face à cette crise sans précédent, la Thaïlande a annoncé la tenue d'un sommet régional le 29 mai à Bangkok avec des représentants de 15 pays. Bien sûr que le trafic d'êtres humains est un énorme problème. C'est quelque chose qui doit être géré au niveau régional. Ce que nous avons vu, ce que nous voyons, entendons dans les médias ces derniers jours est très mauvais. Ce qu'ils font est extrêmement mal. Ils les laissent en pleine mer avec peu de nourriture, peu d'eau, pas de carburant pour leurs bateaux. Ils sont à la dérive. Ils ont été secourus par les Indonésiens. Nous sommes contents. Près de 2000 migrants sont parvenus jusqu'aux côtes malaisiennes et indonésiennes ces derniers jours. Ils font sans doute les frais du durcissement de la politique thaïlandaise. Bangkok a en effet décidé de sévir contre les trafiquants après la découverte récente de fosses communes contenant les dépouilles de clandestins en pleine jungle. Jusqu'à présent, chaque année, des dizaines de milliers de candidats à l'exil transitaient par le sud de la Thaïlande, qui est un point de passage vers la Malaisie et au-delà pour fuir la pauvreté au Bangladesh ou la violence. Environ 350 personnes, dont des dizaines de femmes et d'enfants, seraient à bord de ce navire que les passeurs ont abandonné après avoir mis le moteur hors d'état. Une quinzaine de militants de Greenpeace ont installé ce mercredi à Paris de gros bidons symbolisant des pesticides devant l'entrée du siège de la première coopérative agricole en France, InVivo. Un acte pour dénoncer l'utilisation intensive de ces produits chimiques. Greenpeace estime que la vocation d'une coopérative agricole comme InVivo est d'être au service des agriculteurs et non pas de les empoisonner avec des pesticides. Plusieurs études ont montré que les pesticides ont un impact sur la santé des agriculteurs et des autres utilisateurs professionnels. Parmi les conséquences, certains cancers, la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Les enfants sont également exposés pendant la grossesse, dont les risques de malformations congénitales sont plus élevés. Il est absolument inacceptable que ces dirigeants, Philippe Mangin, Thierry Blandinière, continuent à vouloir développer cette activité de vente des pesticides, voire même à fabriquer des pesticides, privant ainsi les agriculteurs d'alternatives efficaces et accessibles au plus grand nombre d'agriculteurs pour produire une agriculture sans pesticides. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'InVivo arrête de vendre les pesticides immédiatement les plus dangereux pour la santé humaine, pour la santé des agriculteurs, et qu'ils réorientent totalement leurs efforts de recherche et de développement vers des alternatives qui soient efficaces et accessibles à un grand nombre d'agriculteurs. Greenpeace dénonce le rôle des coopératives agricoles, à la fois vendeurs de pesticides et conseillers des agriculteurs. L'ONG demande à InVivo l'arrêt immédiat de la vente des pesticides les plus dangereux et le soutien accru à des alternatives aux produits de synthèse. Il est aussi important de souligner que les pesticides sont à l'origine de la pollution des sols et des réserves d'eau et sont un des facteurs de la très forte mortalité des abeilles enregistrée ces dernières années. Une trêve humanitaire censée mettre fin à 7 semaines de raids aériens et de combats meurtriers est entrée en vigueur mardi soir au Yémen. C'est ce qu'a annoncé la coalition anti-rebelle, tout en prévenant bien sûr qu'elle répliquerait à toute violation du cessez-le-feu proposé par l'Arabie Saoudite. La coalition entend permettre qu'une assistance alimentaire et sanitaire soit apportée aux blessés de la guerre. Ce sera donc tout pour ce rendez-vous des informations. Merci de l'avoir partagé avec nous.